Je vais essayer de jouer mon rôle de discutant. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais le jouer à la fois en me centrant sur la thématique, qui était le traitement de la radicalisation en milieu pénitentiaire, et puis en essayant peut-être de faire un peu la synthèse, pas la synthèse parce que ce serait trop long et trop compliqué, mais en portant un ensemble de remarques et de questions sur 3 points principaux. Le premier, ça serait vraiment la question de la radicalisation en prison, cette question centrale qui est véritablement le thème, bon, voilà, le premier point. Deuxièmement, la question peut-être des liens entre radicalisation et pathologie, même si je sais que ça sera explicité demain, mais en attendant, ça a été quand même beaucoup soulevé. Et puis, le troisième point, c'est aussi la question de la radicalisation par la prison. Et ça complétera peut-être la remarque d'Antoine Garapon. La radicalisation en prison, parce que c'est évidemment une question qu'on se pose beaucoup, mais qu'on n'est pas les premiers à se poser. C'est-à-dire, une des questions qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces djihadistes? Est-ce qu'on les met avec les droits communs ou est-ce qu'on les met complètement à part? Ça, c'était une question qui avait été posée, par exemple, et je profite de la perche que m'a tendue Guillaume Monod, pour les Basques en Espagne. En Espagne, ils se sont posés exactement la même question dans les années 80. Ils se sont retrouvés avec 800 prisonniers politiques basques de l'ETA dans leurs prisons. Et au tout départ, ils les avaient tous mis dans les prisons un peu du nord de l'Espagne. Sauf qu'ils se sont rapidement rendus compte que les types tenaient complètement la prison et que ça devenait extrêmement compliqué, et en particulier que ça empêchait toute sortie de lutte, toute sortie de groupe, parce qu'il y avait un collectif très fort. Donc, ils ont choisi, à partir de 1983, le plan ZEN, Zona Especial et Norte, ils ont choisi la dispersion, et ils les ont dispersés un peu partout. En France, alors évidemment, dans le cas de la dispersion, on aurait pu faire ça en France, mais évidemment, un Basque, il ne va pas aller convertir un Andalou à la cause basque. Alors qu'un djihadiste, il peut évidemment convertir un prisonnier musulman ou même non musulman à la cause djihadiste. Donc, si j'ai bien compris, on aurait choisi finalement un intermédiaire, c'est-à-dire qu'on les a maintenus dans les prisons dans les prisons de droit commun, mais on les a maintenus dans des ailes un petit peu différenciées. C'était le cas, par exemple, à la prison de Leuquin. C'est ce qu'on appelle donc les quartiers, je ne sais plus comment vous avez appelé ça, les QPR. Voilà, les quartiers, les QPR. Pénitencier, quartier de prise en charge de la radicalisation, exactement. Voilà, donc ça c'est un choix évidemment assez fort. Le deuxième point par rapport à la lutte contre la radicalisation, ça renvoie aussi à ce qui a été évoqué, c'est finalement comment on fait pour lutter contre cette radicalisation à partir du moment où on reçoit ces gens. Vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'on les reçoit. Il y a un traitement médical, il y a un traitement ou une évaluation psychologique qui peut être fait. Vous avez donné un exemple, Madame Dupet, dans la prison de Leuquin, d'un prisonnier qui semblait extrêmement fragile d'un point de vue psychique. C'est marrant parce que moi, j'ai rencontré un djihadiste à la prison de Leuquin qui, sur tous les prisonniers djihadistes que j'ai rencontrés, a été le plus politisé et moi, celui que j'ai trouvé le plus solide d'un point de vue intellectuel. C'était clairement un type des frères musulmans, ce qui est un peu étonnant parce qu'il avait un discours frères musulmans, ce qui est un peu étonnant pour un djihadiste parce qu'à première vue, il ne s'aime pas trop. Mais en même temps, voilà, il avait véritablement ce discours-là. Donc il y a cette évaluation psychique qui est faite. Et puis après, dans le traitement... qu'est-ce qu'on leur propose, en fait, comme traitement ou comme façon de les gérer? Et on a beaucoup évoqué la question des contre-discours, qui me paraît quelque chose d'important. Alors, les contre-discours, comment on les produit? Et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Vous avez évoqué le contre-discours, me semble-t-il, des ateliers sur les questions religieuses, des cours de relaxation, alors c'est peut-être pas automatiquement les contre-discours, mais des ateliers de pâtisserie, une prise en charge psychique, etc. La question que j'aurais envie de poser, c'est est-ce que finalement dans le contre-discours, il y a aussi des discours géopolitiques, politiques, idéologiques? Parce qu'après tout, le djihadisme, moi je pense, c'est aussi un engagement politique
bricolés, mais pas plus ni moins peut-être que d'autres acteurs brigadistes, étarras, corses nationalistes bricolent leur propre discours de légitimation. Est-ce qu'on leur propose donc ce type de contre-discours politique, géopolitique, pourquoi pas civique, en prison? Quant au contre-discours religieux, difficulté et contre-discours religieux, le problème de ces types, enfin ces gens qu'on rencontre en prison, c'est que ce sont des gens qui sont dans une certitude absolue et qui par ailleurs ont une détestation mais absolument totale de l'islam de France. Donc si vous leur amenez un imam qui va être un imam représentant l'islam de France, ils vont, moi la plupart me l'ont dit, ils vont j'aimerais avoir votre avis là-dessus, ils vont le regarder avec un mépris absolu et de toute façon considérer qu'il fait partie du système et que ça n'a strictement aucun intérêt de l'écouter. Donc du coup, comment on produit un contre-discours religieux ? Il faut faire intervenir quelqu'un dont ils reconnaissent la légitimité. Problème étant qu'ils reconnaissent la légitimité dans les imams salafistes. Est-ce qu'on fait intervenir en prison des imams salafistes ? Monsieur de la direction de l'administration pénitentiaire, bon, je sais pas. Mais, et en même temps, on peut imaginer que des imams salafistes ne soient pas du tout djihadistes, ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup d'entre eux. Qui ne sont pas du tout automatiquement djihadistes. Mais évidemment, vous voyez à quel point ça peut être compliqué. Après, la déradicalisation, elle se fait par le haut, elle se fait aussi par la marge, et par les pairs, les groupes de pairs en particulier. Est-ce qu'on fonctionne en prison avec une déradicalisation qui passerait par des discussions avec des repentis, par exemple, dont les acteurs pourraient reconnaître la légitimité puisqu'ils ont été se battre, mais qui iraient leur expliquer pour quelles raisons ils ont fait une erreur, etc. Voilà. Évidemment, je bois du petit lait quand j'entends Guillaume Monod parler, et parce qu'il parle évidemment très bien à l'oreille d'un sociologue du politique, et quand il dit en particulier qu'il n'y a pas de parcours type, qu'il n'y a pas de profil psychologique type, qu'il n'y a pas de pathologie psychiatrique absolument dominante, et qu'une des pathologies qu'il relève, c'est le syndrome de stress post-traumatique. C'est intéressant parce que c'est une pathologie après la radicalisation, hein, puisqu'elle est, c'est pas ce syndrome-là qui va pousser à la radicalisation. Donc, moi, je suis absolument d'accord avec ça. Et également, lorsqu'il souligne qu'il y a une minorité d'antécédents judiciaires, là-dessus, moi, je suis en effet plutôt pas totalement d'accord avec ce qui a pu être dit lors de la conférence de M. Guéraud. En tout cas, ça peut dépendre des époques. Et parce que ça, c'est quelque chose peut-être qui n'a pas été trop dit. Il y a des évolutions dans le djihadisme. Il ne faut pas prendre les djihadistes comme un bloc absolu. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient plutôt des caïdistes que des gens de Daesh. Les caïdistes sont des gens structurés politiquement, structurés idéologiquement, structurés religieusement. Ça ne veut pas dire que c'est des experts. C'est des gens qui bricolent, mais que tout militant politique bricole. Par ailleurs, ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont pas connu des phases de délinquance majeures. Donc, ça me paraît aussi quelque chose d'intéressant de réintroduire un petit peu cette dimension de l'idéologie. Et puis le dernier point, si vous me le permettez, et puis là peut-être qu'Antoine pourra réagir parce que ça interroge aussi le judiciaire, une question qui se pose, c'est la question de la radicalisation par la prison, et pas seulement en prison. C'est-à-dire qu'il me semble que le choix qui a été fait de la politique en France, c'est une judiciarisation extrêmement forte et une pénalisation extrêmement forte dans le cadre des affaires djihadistes. On a eu une accumulation de lois 2014, 2015, 2017 sur la pénalisation désormais de l'intention terroriste, hein, qui rompt un petit peu finalement avec la logique du droit ordinaire. Hein. Désormais, on pénalise une intention beaucoup plus qu'un fait. Par exemple, la pénalisation des voyages en zone de guerre, la création d'un délit d'infraction individuelle qui va élargir considérablement la liste des infractions terroristes, le délit de consultation des sites internet, même si ça a été censuré par le Conseil constitutionnel en 2017, c'est quand même quelque chose qui a été réintroduit 2 fois par le législateur et 2 fois censuré. Donc on voit, et par ailleurs une pression aussi très forte des services de renseignement, mais qui font leur boulot et qui, évidemment, communiquent des faits extrêmement alarmistes aux services judiciaires qui les traitent d'un point de vue pénal. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites que vous rencontrez un certain nombre de djihadistes qui vous disent « mais qu'est-ce que je fais là, finalement ? Est-ce que vraiment c'est ma place d'être en prison ?» et qui,
des ordres ne comprennent pas pour certains pourquoi ils sont là, moi j'ai presque envie de les croire d'une certaine façon. Je pense que pour certains, il y en a qui savent très bien pourquoi ils sont là. Mais il y en a qui se disent « Pourquoi je suis là ?» Moi, j'ai rencontré un type, il est parti une semaine en Syrie, il est revenu, il s'est pris 4 ans de prison. Bon, et je ne suis pas du tout sûr qu'il se soit battu en Syrie. Je suis même à peu près sûr du contraire. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, d'une certaine façon, que eh bien, voilà, cette surpénalisation, ce choix de cette politique-là, participe, elle aussi, à la radicalisation, que la lutte anti-radicalisation produit, d'une certaine façon, de la radicalisation. Voilà.